Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier-là? Au risque d'être un peu cliché, puis de ramener ça au TSA, je pense que la notion de justice, d'égalité, de respect des différences, tout ça, c'était important pour moi. J'envisageais effectivement une possibilité pour moi de travailler à quelque chose qui se rapproche à mes valeurs. Et ayant quelques conflits quand même avec mon père, qui avait quelques soucis de boisson, j'ai dit courage, fuyons, et puis j'ai essayé de devenir le plus rapidement autonome financièrement. Donc plutôt que d'aller à l'Uni et de redevenir dépendant financièrement de mon père, j'ai choisi de rentrer à la police. Bonjour à tous et bienvenue dans 1%, le média qui a pour but de populariser l'autisme dans ses formes invisibles. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Michael Métil. Tu travailles à la police neuchâteloise, tu es responsable des formations continues. C'est juste? Peux-tu premièrement nous faire un petit résumé de ton parcours? Donc 2022, tu avais commencé l'école de police, c'est ça? 2002. 2002, pardon, 2002, je me suis trompé. En 2002, tu avais commencé l'école de police et puis si tu arrivé juste à nous faire un petit résumé comme ça. Depuis 2002? Ouais, alors, oui. Pour commencer, ouais. Ouais. En 2002, école de police à Colombier, en tant qu'aspirant inspecteur. La formation était sur une année à l'époque. Ensuite, j'ai travaillé en police judiciaire de 2003 à 2011. En 2011, j'ai pris un virage, j'ai rejoint la structure RH de la police neuchâteloise comme adjoint à la chef RH. Là, j'y ai fait le cursus, on va dire, normal, certificat d'assistant, ensuite brevet de spécialiste RH. Puis j'ai complété ça par un CAS en gestion publique. J'ai travaillé de 2011 à 2021 au service RH. Puis en 2021, j'ai rejoint l'école de police où j'ai repris le poste de responsable de la formation continue. Tu viens du Jura? Ouais. Je suis né à Lausanne, mais mes parents ont rejoint le Jura en 79 à la création du canton. Et puis j'ai grandi, vécu jusqu'à 22 ans en fait au Noirmont, le village où j'ai fait la scolarité obligatoire, etc. Et tu as ton diagnostic en 2021. 2021, d'accord. Ouais. D'accord, donc en 2021, tu apprends que tu es autiste. Ouais. D'accord, superbe. Ça ressemble à quoi une enfance dans le Jura quand tu es autiste, mais sans que tu le saches en fait? Est-ce que tu arrives à te faire un cercle? Comment ça se passe tant au niveau familial qu'au niveau social? On est toujours plus intelligent après, Puis c'est le diagnostic posé en 21 me permet de finalement mieux comprendre ce par quoi je suis passé. Mais comme évoqué, j'ai grandi dans les années 80 dans un petit village, dans un district rural. L'autisme, je pense que c'était peu ou pas connu. Alors j'étais peut-être juste un enfant atypique, sans qu'on puisse y mettre un nom. J'avais des centres d'intérêt atypiques. Je privilégiais plutôt la relation avec les adultes qu'avec les enfants de mon âge. Je m'intéressais à des événements historiques ou à des événements politiques, alors que mes camarades pensaient plutôt à sortir l'un avec l'autre pour aller se bécoter à la gare. Enfin, voilà, il y avait un décalage, assurément. Et puis il se trouve j'ai retrouvé mon voisin d'enfance qui habite Cortaillot maintenant. Et puis on a échangé un petit peu là-dessus. Puis il me disait, c'est vrai, ne serait-ce que par l'habillement. J'étais un peu décalé. Un enfant de 12 ans qui porte des chemises fermées et puis des gilets en maille, tu vois, c'est un peu... Alors que tout le monde porte des pulls à capuche, c'est un petit peu atypique. Ouais. C'était un souhait de ta part de porter quelque chose qui était plutôt officiel ou bien qu'est-ce que... Je ne sais pas si c'était conscient. Okay. Peut-être simplement que je trouvais ça bien et que je me sentais bien là-dedans. Okay. Donc c'est pas forcément tes parents qui t'ont influencé à porter ça ou quoi? Non. Ils ont pas... C'était pas... J'avais un côté un peu bourgeois comme ça dans ma tenue vestimentaire, alors que je suis plutôt issu d'une famille prolétaire, donc c'était pas le dress code familial, non. C'est quoi un petit peu la vision que tu avais vis-à-vis des autres à ce moment-là? Les gens sont les gens normaux, les gens sont bizarres. Comment tu arriveras à mettre un mot là-dessus? Il faut différencier le regard que j'en porte maintenant de celui que j'en portais à l'époque. Moi, je parle de ce que tu avais à l'époque. Ah ouais, justement. À l'époque, je mesurais qu'il y avait un décalage, que je préférais typiquement être seul avec une personne plutôt qu'ensemble en groupe. J'ai eu des relations amicales sélectives puis un peu exclusives
Donc c'était un copain, comme évoqué lors de la préparation, un copain pendant une période et que lui et personne d'autre. Puis après, j'ai switché sur une autre personne, puis ainsi de suite. Puis Arnaud, donc mon fils, a eu ce même parcours. Je mesurais que j'étais décalé, mais je n'arrivais pas forcément à dire que eux étaient neurotypiques et puis moi atypique. Okay. Ce n'est pas du tout le vocabulaire que je faisais. Je me rendais compte que mes centres d'intérêt n'étaient pas les leurs. Ok, donc tu voyais juste une différence par rapport à ça sans forcément mettre un mot. Les gens sont trop bizarres ou je suis trop bizarre. C'est vraiment juste voilà. Une différence. Il y a une différence. Ok, c'est ça. D'accord. Et donc j'étais scolarisé aussi dans un petit village. J'ai pu faire l'école primaire et l'école secondaire dans le même village. Il y avait un niveau scolaire par année, une classe de 14-15 élèves. C'était vraiment des microstructures, ce qui fait que ça a été assez facile pour moi quand même, malgré cette différence. Quand je vois par rapport à mon fils qui est dans une usine comme Sescol, où il y a 1 millier d'élèves, avec beaucoup de changements, etc., moi j'ai eu cette chance quelque part de faire ma scolarité obligatoire dans un milieu calme, stable, bienveillant pour quelqu'un qui a un TSA. Ouais. Il n'y avait pas eu de rejet ou autre de la part des camarades ou bien ce genre de choses-là? Alors, pas par rapport à cette différence-là. Il faut savoir que mon père était le gendarme du village. Alors, ça n'a pas aidé à faire partie de la bande. J'ai été un peu malmené par rapport à ça. Des plus grands ont essayé de m'enquiquiner ou de m'embêter ou de me mober, puis peu importe le terme qu'on utilise, jusqu'au jour où j'en malmène un, on va utiliser ce terme-là. Ouais, je l'ai descendu en fait, je l'ai couché. Puis après, j'étais le gars qu'il ne fallait pas embêter. Tu l'as pété la gueule? Ouais, j'ai pété la gueule. Ok. Et puis, je suis devenu le gars, ok, c'est le fils du flic, mais il ne faut pas l'emmerder, laissons-le, quoi. D'accord, ok. Donc, mais ça n'a pas aidé non plus à me faire partie du groupe. Tu n'es pas devenu cool pour ça? Non, je ne suis pas devenu cool pour ça. D'accord. Tu as fait quand même pas mal de temps à la police de Châteauloise? Ouais, j'ai fait ma carrière. Ouais. Ouais. Tu as quel âge maintenant? J'ai 45 ans. 45 ans et tu as commencé à 22 ans. Ouais, ok. Donc, c'est fortement. Tu as commencé avec des études dans l'économie et le droit. Ouais, le lycée, ouais. Et puis tu avais fait aussi les langues. Ouais, alors à la sortie de l'école secondaire, je suis allé au gymnase, je te parle en termes de l'époque. Je suis allé au gymnase en section littéraire, latin-anglais. J'ai fait une année parce que j'avais fait du latin à l'école secondaire et que c'était un petit peu la voie logique. Mais après une année de gymnase, je me suis dit, bon, est-ce que finalement je veux faire mon bac là-dedans? Est-ce que je veux en faire mon activité professionnelle? Un peu une remise en question, puis premier virage en changeant de section. Et puis je suis allé en économie et droit pour utiliser un terme de maintenant. Ouais. Puis j'ai passé mon bac en 99. Après je suis allé à l'armée. J'ai fait école de recrue, école sous-off, paiement de galon de sous-off, école d'officier, paiement de galon d'officier. Après je suis rentré à la police en 22. Tu as toujours été dans ce milieu-là en fait, dès que tu es parti du cursus obligatoire et pas obligatoire parce que c'est le lycée, mais une fois que tu es sorti de ce contexte scolaire, tu es directement parti militaire et puis après police de Châteauloise. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier-là? Alors, comme évoqué, mon père était gendarme, donc j'ai grandi dans ce milieu-là, si on peut dire, indirectement. J'ai été éduqué d'une certaine manière ou profilé pour rejoindre l'activité professionnelle. Au risque d'être un peu cliché, puis de ramener ça au TSA, je pense que la notion de justice, d'égalité, de respect des différences, tout ça, c'était important pour moi. Et puis, j'envisageais effectivement une possibilité pour moi de travailler dans quelque chose qui se rapproche à mes valeurs. Pendant le lycée, j'avais l'idée de faire du droit, justement, du droit à l'Uni, puis après faire un brevet d'avocat. Mais en étant
devenu autonome financièrement par l'armée et ayant quelques conflits quand même avec mon père qui avait quelques soucis de boisson, j'ai dit courage, fuyons, et puis j'ai essayé de devenir le plus rapidement autonome financièrement. Donc plutôt que d'aller à l'Uni et de redevenir dépendant financièrement de mon père, j'ai choisi de rentrer à la police. Et là, c'était directement, oui, parce que dès que tu rentres dans la police, tu as directement un salaire en fait, qui te permet de vivre en fait. Ouais. Même en étant à l'école de police. Oui, on est rémunéré pendant l'école de police. Okay. Alors à l'époque, dans une moindre mesure que maintenant. Maintenant, c'est le cas, mais ça reste pour la plupart des aspirants, ils perdent de l'argent entre leur profession d'avant et l'école de police. Hein. Ça reste une école, d'accord ? Qu'on est payé pour apprendre, c'est une des rares professions où on est rémunéré pour apprendre. Ouais. C'est pour attirer plus de monde, je pense, dans la police aussi. C'est pour avoir du monde, tout simplement. Je pense que si tu devais renoncer à ton activité rémunérée pour devenir aspirant de police puis gagner 0 francs, alors qu'on cherche des gens de 25 ans. Oui, bien sûr. Ouais. Sincèrement, j'aurais pu m'orienter vers ce métier aussi. Maintenant plus, mais ça aurait pu arriver, franchement. Puis pour revenir sur ta question, moi, ce qui m'a orienté vers la police, c'est alors peut-être beaucoup de clichés sur l'institution, discipline, structure hiérarchisée, mission claire, etc. Et puis naturellement le fait de un peu cette image de chevalier qui défend la veuve et l'orphelin, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a eu un peu tout ça, ouais. Donc c'est aussi un côté, comme tu mets en avant, côté de structure, de discipline, etc., qui t'ont plu dans ce genre de métier-là, en fait. Ouais. C'est ça. Je suis d'accord. Pour moi, l'armée a été une longue période de plaisir, si on peut dire. Ouais. Parce que alors, on peut avoir un regard très critique sur l'armée, j'ai un regard très critique sur l'armée. Beaucoup de choses ne fonctionnent pas, je pense, au sein de l'armée. Mais il y avait une chaîne de commandement, les missions étaient relativement claires. Après, la finalité de la mission, on peut s'interroger là-dessus. Mais pour quelqu'un comme moi qui a besoin d'ordre et de discipline, l'armée, c'était idéal. Oui, bien sûr. Ouais. Je n'avais pas à me poser la question de quelle tenue vestimentaire tu prenais le matin, c'était assez clair, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu es autiste sans le savoir et tu évolues dans le monde professionnel de la police. Est-ce que tu ressens quelque chose de particulier à ce moment-là? Est-ce que tu vois des devoirs à décalage avec tes pairs? Ou bien est-ce que tu te fonds totalement dans la masse? Comment se passent ces premières années? Et comment est-ce que tu es aussi perçu? Et puis comment est-ce que tu perçois ce milieu? Alors, il faudrait... C'est une grande question. Pour avoir une bonne réponse, il faudrait plutôt poser la question à mes camarades avec qui j'ai évolué les premières années. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'on me félicitait pour ma rigueur, pour ma discipline, pour le côté méticuleux, le sens du détail, le travail bien fait. Ça, c'est des choses qui m'ont été rapportées dans les entretiens annuels de développement. À l'inverse, on me reprochait mon côté distant, froid. Je me souviens de cette expression parce qu'elle avait été écrite, puis ça m'avait un petit peu heurté. Moi, elle me dit « donne l'impression d'être hautain ». Et c'est pas du tout mon positionnement. Toi, je ne prends pas les gens de haut, vraiment pas. Je ne me considère pas comme meilleur qu'eux. Mais peut-être que par mesure de protection, encore plus à l'époque que maintenant, je mettais de la distance. Et ça m'arrive encore, Julie, donc mon épouse, elle me le relève, mais des fois c'est vrai que quand je suis un peu malmené ou que j'arrive dans un nouveau cercle, j'analyse les gens et puis je me prends un peu de recul comme ça, puis je les juge peut-être. Et sans vraiment en être conscient. Tu changes ton comportement vis-à-vis d'eux par rapport à ça ou bien je mets de la distance avant de pouvoir être sûr que c'est quelqu'un de valable, avec qui je vais m'entendre ou avec qui j'ai des affinités. Une sorte de scan, si tu veux, une scan de protection en disant « ouais, toi, tu vaux rien, tu m'intéresses pas » ou « toi, au contraire, il y a quelque chose à faire et puis… » parle-moi de toi, tu m'intéresses, hein, tu vois. Donc en fait, c'est des différentes phases
de confiance que tu donnes à la personne, Clairement. du moment où tu la rencontres jusqu'à ce que tu deviennes soit ami, soit ou bien collègue, ou etc. quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça a dû t'aider aussi dans le niveau ressources humaines en fait. Alors, ressources humaines, là aussi, parlons de ce virage. Si j'ai rejoint la structure, c'est pas que l'activité policière me plaisait plus, c'est parce que Julie était enceinte et que je voulais m'investir dans l'éducation de notre enfant à venir. Je voulais travailler à temps partiel. Puis comme je ne me voyais pas être policier à temps partiel, j'ai saisi cette opportunité de rejoindre la structure RH et de pouvoir travailler à temps partiel. Ouais. Et puis, là aussi, pendant ma période RH, comme on l'a évoqué lors de la préparation, bien sûr, bien sûr. Je pense que j'étais bon, en toute modestie, je pense que j'étais bon dans certains domaines RH et puis relativement mauvais dans d'autres. Dans quel domaine, par exemple, est-ce que tu excellais ou bien tu étais meilleur et moins bon? Typiquement, l'analyse d'une situation dans l'éclairage légal ou bien financier, la gestion des ETP, des équivalents temps plein, le croisé des données dans un tableau croisé dynamique, ce genre de choses. Ça, c'était le côté où j'étais à l'aise. Traiter des 1 puis des 0, indépendamment des personnes, si tu veux. Par contre, accueillir un collègue qui vient au bureau pour poser une question anodine, mais qui a quelque chose derrière, il y a un certain malaise chez lui, là, j'étais mauvais. Je ne me rendais pas forcément compte pendant cette période. C'est petit à petit, et surtout par la suite, que j'ai pris conscience que certains événements que j'ai vécus, là, je n'ai pas été adéquat avec le collègue ou la collègue qui venait poser sa question. Typiquement, j'étais en train de traiter des données, j'étais concentré sur ce que je faisais, et puis le collègue vient me poser une question X, Y, que je considère comme futile, donc il me dérange. Donc je lui fais comprendre qu'il me dérange, donc ça fait 1, 2, gauche-droite, et puis je le renvoie chez lui. Et ça, c'est pas professionnel dans le milieu RH. J'aurais dû mettre de côté ce que je faisais, l'accueillir avec bienveillance, l'écouter, même s'il me dérange, et l'accueillir avec bienveillance, entendre sa demande et pas l'envoyer bouler en lui faisant comprendre qu'il tombait mal, quoi. Tu disais 1, 2, gauche-droite, ça veut dire quoi? C'est imagé, hein. Oui, non, mais je n'ai pas fait une tarte, hein. J'imagine bien. Tu poses une question, tiens, casse-toi. Qu'est-ce que tu regardes un peu mal et tu dis, bon oui, quoi, c'est quoi ta question? Ouais, c'est ça. Encore une fois, Julie, elle me dit assez souvent que des fois, j'ai le sourcil qui se lève, donc ça laisse apparaître que je suis agacé par la situation. D'accord. Et puis qu'on le comprend assez facilement que je suis exaspéré par une situation ou dérangé dans ce que je fais. D'accord. Donc ça, je suis sourcil qui se lève, on sait que c'est pas bon signe. Ça va partir. Ok. Si on revient un petit peu dans le passé, à la police de Châtelloise, tu as aussi travaillé dans l'interrogatoire. Ouais. J'ai donc fait l'école comme aspirant inspecteur, si tu veux, pour faire très simple. Les corps de police cantonaux sont divisés en 2 structures, les gendarmes qui portent un uniforme et les inspecteurs qui sont spécialisés dans les enquêtes de moyen à long terme, ou bien pour les moyens à grande importance. D'accord. Puis moi, j'ai fait l'école pour devenir inspecteur. Et j'ai travaillé de 2003 à 2011 dans une structure de police judiciaire, donc d'enquête. L'essentiel de ma carrière dans ce qu'on pourrait appeler les crimes sexuels. Donc, je résume. Tout ce qui est viol, et puis violence domestique, etc. Okay. Comment est-ce que tu gères un interrogatoire avec une personne, avec un violeur par exemple, pour réussir à avoir des informations? Il y a beaucoup qui se passe dans le non-verbal, dans ce genre de situation, j'imagine. Je ne connais pas ce métier, mais c'est par regard extérieur que j'imagine qu'il doit y avoir. Comment tu arrives à gérer cette espèce de zone grise de non-verbal pour réussir à en tirer des informations qui sont pertinentes pour ton enquête? Alors, je ne revendique pas le fait d'être bon ou d'avoir été bon en interrogatoire. Je pense qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi dans ce domaine-là parce que justement, ils ont accès à
tous les outils nécessaires pour l'interrogatoire. Moi, comme tu le sais, hein, la création de liens, puis l'identification des émotions chez l'autre nous est compliquée. Donc, tout ce pan-là étant inaccessible pour moi, je me focalisais sur les données, sur les faits, sur la chronologie des événements, sur les choses factuelles, faisant abstraction des émotions qui m'étaient compliquées à gérer ou à identifier quelque part un peu hors de ma portée. Et je me basais vraiment sur les raw data, quoi, les trucs vraiment sur les faits. La chronologie ne joue pas, on vous a vu sur telle vidéo, on a retrouvé votre ADN sur les vêtements de la victime, ce genre de choses-là. Et peut-être que dans la création de liens avec l'auteur, j'étais pas très bon. Et je pense que dans la création de liens avec la victime, j'étais vraiment mauvais. D'accord. Je prends l'exemple d'une enquête dont je me suis occupé. Un citoyen étranger arrivé en Suisse et puis en l'espace de 6 mois, il abusait sexuellement de plusieurs jeunes filles entre 14 et 18 ans. La situation commence d'une manière, après je détricote ce qu'il a fait, et je remonte dans le passé au fur et à mesure, je fais son parcours dans le canton de Neuchâtel, puis j'identifie plusieurs victimes que je rencontre au fur et à mesure, que j'interroge selon le protocole nécessaire. Il faut comprendre que les victimes, d'autant plus les victimes d'abus sexuels, sont protégées de par la loi, puis il y a tout un protocole d'audition à faire. On ne peut pas simplement faire un small talk autour d'une table. Tu vois, il y a des choses qui doivent se faire d'une certaine manière pour que finalement ça se passe le mieux possible pour eux. Et puis c'est très bien. Tout ça pour dire que j'ai été bon dans les actes d'enquête, dans le fait que entre l'événement déclenchant et l'arrivée de ce gars dans le canton, j'ai saucissonné toute sa vie et j'ai presque identifié minute par minute ce qu'il a fait, et puis les gens qu'il a rencontrés et les jeunes filles qu'il a abusées. Mais dans la relation, dans le soutien, dans le care apporté aux victimes, là je pense que j'étais clairement perfectible. Parce que toi, ton travail là-dedans, c'était d'obtenir des informations, c'est pas de prendre soin de la personne qui est en face. On est d'accord. Mais la personne, quand elle appelle la police en disant « je me suis fait violer », elle attend du soutien. Elle ne comprend pas que le gars en face, il a un TSA et puis ce n'est pas forcément sa tasse de thé que de lui tendre un mouchoir pour lui dire « ça va aller ». Tu vois ? Moi, je suis arrivé à l'hôpital et puis j'ai traité la situation de manière factuelle. Donnons un exemple. J'ai eu une enfance particulière avec un père autoritaire, gendarme, alcoolique, diagnostiqué schizophrène peu avant son suicide. D'accord. Quand il s'est suicidé, j'ai géré la situation comme un flic. J'ai appelé l'officier de service. J'ai demandé si la mort était suspecte ou bien si elle était, on va dire, naturelle, s'il y avait des traces d'effraction ou bien ce genre de choses, où étaient les clés de l'endroit où il se trouvait, est-ce que les scellés avaient été posés, etc. Bon, ça c'était fait. Ensuite, le lendemain, je suis allé au poste où il y avait les clés, j'ai pris en possession les clés, j'ai signé le compte-rendu, la décharge pour prendre ce qui avait été séquestré, les 2-3 affaires pour un patrimoine. Ensuite, je suis allé renseigner ma mère, ma sœur qui était enceinte et la famille de mon père, hein, donc sa propre mère, lui dire que voilà. Tu annonces la nouvelle à toute la famille. Oui. Et sans émotion. Et ça, c'est un truc de ouf. Il va y avoir un décalage énorme entre la manière dont tu l'annonces et les personnes qui reçoivent l'information, sachant que tu as une sœur, du coup, tu as dit. Comment ça se passe sur nos choses-là? Ah, ça aurait pu se passer mieux. Parce que je ne suis pas forcément la meilleure personne pour amener ce genre de nouvelles. Mais j'étais détenteur de cette information, donc j'ai quitté le canton de Neuchâtel pour aller au Jura. Je suis d'abord allé à Basse-Cour où résidait ma mère, parce que mes parents étaient séparés. D'accord.
Là, je savais que j'allais retrouver ma mère, mes grands-parents et ma sœur. Donc, je leur livre l'information de manière un peu brutale. Je me souviens être rentré dans l'appartement de mes grands-parents. Bonjour, bonjour, ah, ça va? Ah, qu'est-ce qui t'amène? Mon père s'est suicidé hier soir, il est mort à 23h30. Ouais, genre. Et puis, tu vois, alors moi, c'était l'information principale à transmettre, c'était ça. C'était pas leur dire comment tu vis ça, maman, c'est pas ta faute, tu vois. Tu ressens les émotions à ce moment-là? Ou bien Non. est-ce que... Aucune. Aucune. Tu te protèges pour ne pas sentir d'émotions? Je sais pas, j'aurais peut-être dû, avec le recul, j'aurais peut-être dû aller en parler à un thérapeute pour voir quoi, comment. Mais dans les faits, j'ai géré ça comme un flic du 6 décembre, date de son suicide, jusqu'à mi-janvier ou début février, où on est allé disperser les cendres. D'accord. Super factuel, sans émotion. Et Alors c'est peut-être parce que je suis flic que j'ai géré ça comme ça. Je pense pas, c'est surtout parce que j'ai un TSA. Tu avais quel âge à ce moment-là? 28. 28. Ouais. Ok. Je suis très touché par ton histoire. C'est impressionnant le contrôle que tu arrives à avoir sur toi-même, mais ce que tu arrives... Est-ce que tu as pleuré à un moment donné pour la mort de ton père? J'ai pleuré quand on allait disperser les cendres. Donc Oui. 2 mois, 3 mois après. Et c'était 2-3 petites larmes, mais c'était vraiment... Tu as vraiment pris le temps de processer, etc. Entre les deux. Ok. C'était pas 2-3 petites larmes, mais c'était pas non plus... c'était un relâchement contrôlé. D'accord, relâchement contrôlé, bien sûr. Toujours dans le contrôle. Ouais, toujours dans le contrôle. D'accord. Donc on revient un petit peu aux interrogatoires. Il y a une autre dimension qui m'intéresse vachement, c'est que tu as une personne en face de toi qui a violé une adolescente de 14 ans. Ouais. Je sais que tu te concentres vraiment sur les faits, etc. Mais il y a aussi un sens de la justice. Mm-hmm. Et alors je ne sais pas comment toi tu vis la justice. Moi, la justice, je la vis très difficilement. Genre écoute, il y a un truc injuste qui se passe devant moi, je peux pas ne rien faire. C'est plus fort que moi en fait. Comment toi tu gères ce côté-là? Est-ce que tu arrives de nouveau à te blinder en fait avec les procédures du travail ou bien est-ce que tu as aussi une rage en toi et qu'il faut apprendre à gérer ou bien comment ça se manifeste chez toi? Je pense déjà qu'il faut différencier entre ce qu'on considère juste au sens de la loi et puis juste au sens de l'humanité. Ouais. Tu vois? En tant que policier, finalement, on applique le droit. Donc c'est légal ou c'est pas légal. C'est ça la notion de juste. Donc pour que ça soit légal, il faut qu'il y ait une base légale, la Constitution, les lois, les règlements qui définissent que tel acte est autorisé ou pas autorisé, donc du coup illégal, donc sanctionnable. Après, il y a dans le monde et dans les interactions sociales, il y a plein de choses qui ne sont pas illégales, mais qui ne sont pas bien, qui ne sont pas justes. Qu'une mère de famille divorcée avec 2 enfants arrive à peine à nouer les 2 bouts, ce n'est pas illégal, mais ce n'est pas juste. Et pour lutter là contre, typiquement, je suis rentré en politique. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas justes, socialement parlant, mais pas forcément illégales. Pour en revenir à ta question, comment je faisais pour traiter l'auteur d'un... j'appliquais le droit et je suis quelque part fier d'être policier dans une république, dans un état de droit, où quelqu'un, indépendamment de ce qu'il a fait, même si c'est un être abject, il a le droit à une procédure propre, impartiale, qui le respecte en tant qu'être humain, même si ce qu'il a fait est mal, d'accord? Et l'application d'une procédure claire qu'on nous apprend à l'école de police, le fait
d'avoir quand même une certaine forme de respect pour cette personne, même si ce qu'il a commis, on ne peut pas, en tant qu'être humain, le cautionner, le soutenir, dire ouais, c'est super ce que tu as fait. Il a quand même le droit à ça, à une procédure qui établit les faits proprement. Et j'ai essayé, pendant ma période inspecteur, pendant les 10 ans où j'ai été inspecteur, d'appliquer ce protocole-là. Respecter l'auteur, et naturellement la victime, mais respecter l'auteur indépendamment de ce qu'il a fait, parce qu'on est dans une société de droit. D'accord, donc tu n'as pas eu de sentiment très fort de rage ou autre vis-à-vis de la personne. Jamais. Tu as vraiment su rester impartial et respecter la personne en tant qu'individu. Après, j'ai travaillé au crime sexuel entre 23 et 30 ans, plus ou moins. Je n'avais pas d'enfant. Je ne sais pas comment j'aurais vécu des situations d'abus sexuels en n'étant papa, tu vois. Et je ne le saurais jamais, parce que ma vie fait que j'ai pris un autre parcours professionnel. Ouais. Mais ma période inspecteur en police judiciaire, j'étais célibataire. Effectivement, j'ai eu des aventures où j'étais en couple, mais je n'avais pas d'enfant. C'est un vrai point aussi, parce que peut-être qu'on voit ça que dans les films, je ne sais pas, mais tu es en interrogatoire avec quelqu'un qui a violé des femmes, tu vois, et puis qui sait que tu as une vie de famille aussi, et puis qui te fait des espèces de... Et puis vous, comment ça va avec votre fille, je ne sais pas quoi. Et ça, c'est un truc qui peut devenir... qui peut te rendre fou, parce que tu essaies d'avoir des informations, tu n'arrives pas à les avoir. En plus, le mec en face, il joue avec toi, quoi. Mais du coup, c'est jamais arrivé. Alors non, c'est pas arrivé parce que j'étais soit en couple, mais sans enfant, soit seul. Après, il ne faut pas oublier qu'on est formé aussi. Hein. Les forces de police, on est entraîné pendant l'année académique, pendant la deuxième année maintenant. On n'est pas livré comme ça en pâture à des délinquants sexuels qui pourraient aussi jouer avec nos propres émotions. Bien sûr. L'essentiel de la formation, il y a une grande part de formation qui est psychologique à la police. Hein. Ce n'est pas que le dégainer tiré, hein. D'accord, comme peuvent l'imaginer les gens. Il y a vraiment cette compréhension de l'humanité dans ce qu'elle a de pervers ou de dangereux qui est enseignée aux aspirants. Si on parlait un petit peu de la suite de ton cursus, de ton parcours plutôt à la police, tu as décidé de faire un brevet fédéral en ressources humaines. Déjà, pourquoi et puis qu'est-ce que ça t'a apporté? J'ai rejoint la structure RH en 2011 parce que Julie était enceinte, que je voulais... Oui, c'est juste, c'était ça. Voilà, c'est ça le déclencheur, on va dire. Et c'était assez évident pour moi que je n'allais pas travailler dans une structure RH sans être formé dans le domaine RH. Donc j'ai fait d'abord le certificat d'assistant et ensuite le brevet de spécialiste que j'ai complété finalement par un CAS en gestion publique. Pour répondre à ta question, ce que m'a apporté quelque part, j'ai envie de dire que ça a été ma thérapie. Arnaud, donc mon fils, lui, il a eu du soutien par différents thérapeutes qui lui ont appris les interactions sociales. Moi, j'ai essayé de l'apprendre par cette formation RH ou la formation en CAS. Alors oui, le brevet RH nous oriente sur plein de choses techniques. Pendant le certificat, on apprend à faire des salaires, puis les déductions sociales, etc. On apprend au brevet les assurances sociales. Ça, c'est tout des données techniques. Bien sûr. Mais il y a tout le côté leadership, management, gestion d'équipe, gestion de conflits, qui m'ont permis de comprendre à quel point je n'étais pas bon dans les relations sociales. Tu vois? Puis de me dire, putain, je suis vachement en décalage quand même par rapport à ce qu'on peut socialement attendre de quelqu'un. Et puis, ça a été un peu une sorte de phare dans la nuit, quoi, de direction à suivre pour essayer d'être professionnel dans ce que je faisais,
adéquat avec les gens qui pouvaient venir au service RH. Ouais. Donc en fait, ça t'a permis d'avoir une meilleure vision de qu'est-ce qui se fait dans la société, humainement, pour avoir une meilleure connexion avec les personnes et puis pour pouvoir mieux gérer l'humain en général, quoi, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est attendu dans une interaction entre neurotypiques. Alors, je ne mettais pas, ce nom là-dessus, mais je remarquais qu'on attendait ça comme prestation, puis moi j'étais en dessous. J'étais en décalage, je n'étais pas toujours adéquat, comme j'ai pu l'expliquer. Oui, bien sûr, si tu veux, avec plaisir, si tu veux partager l'anecdote de l'interview d'embauche. Oui, alors, qui est génial. Ça j'en rigole souvent avec le capitaine en question, parce qu'une fois j'ai fait un entretien embauche pour un candidat qui postule chez nous, donc police neuchâteloise. Et puis, c'était mon premier entretien que je faisais. Donc, 2 mois avant, j'étais inspecteur en police judiciaire. Je faisais des interrogatoires de violeurs. Et puis, paf, 2 mois après, je faisais des entretiens d'embauche, tu vois, la transition. Bon. Et puis, ce candidat, je lui pose la question, je lui dis, on est la police de qui, finalement? De qui on dépend? De quelle autorité? Et puis, il me dit, vous êtes la police de la ville de Neuchâtel. Alors là, j'ai le sourcil qui se lève. Attention. Tu comprends ce que ça veut dire. Et puis, je me suis engouffré dans cette erreur. Et je l'ai un peu malmené. Un peu trop malmené. Et s'il regarde cette vidéo, je m'en excuse. Et je l'ai fait pleurer. Je l'ai fait pleurer en entretien d'embauche. Pas en interrogatoire de police, en entretien d'embauche. Et sur le coup, c'était particulier. Avec le recul, c'est clairement pas adéquat. On en rigole avec le capitaine en question parce que quelque part, on mesure aussi tout le parcours que j'ai fait depuis ce premier entretien d'embauche en 2011 et la façon dont j'interagissais avec les candidats en 2011, 12, 13 jusqu'à 21. Ouais, parce que ça, c'était cet entrée dans l'embauche, il était même pas. Tu n'avais pas commencé ton brevet fédéral ou bien tu avais tout bien? Non, pas encore. Ah ouais, donc la transition s'est faite en juillet 2011. Ouais. Donc avant ça, j'étais inspecteur. Après ça, je travaillais au service RH. Et puis j'ai d'abord fait. Donc j'ai intégré en 2011. Le certificat, je l'ai fait en 2012. Le brevet RH, tu dois le faire en ayant un certain nombre d'années qualifiées. Enfin, tu ne peux pas le faire tout de suite. Bien sûr, ouais. Donc, le brevet, c'était bien 2 ou 3 ans après cet événement-là. Ok, ouais, donc du coup, tu n'avais aucun ongle arrondi, on va dire. Non, j'étais au vitriol. Tu lui as dit quoi je l'ai écharpé, ouais. Qu'est-ce que tu lui as dit Je lui ai fait comprendre qu'il avait tort et puis qu'il fallait qu'il se renseigne sur qui on était et ce qu'on faisait. De manière un peu trop confrontante. J'ai quand même fait pleurer un homme adulte plus âgé que moi, tu vois, en entretien d'embauche. Ça se veut quand même bienveillant. Il a eu le job? Non, il n'a pas eu le job. Il n'a pas eu le job. Non, étonnamment. On parle un petit peu d'adaptation. Tu m'avais dit lors de notre préparation justement que ton brevet fédéral en RH, ça t'avait aidé en fait à mieux comprendre comment la société fonctionnait, quels étaient les codes sociaux, pardon. Je serais curieux de voir un petit peu comment ça a pu t'aider dans ton travail. Est-ce que tu as aussi vu une différence dans la vie sociale en général avec ça? Avec le brevet ou bien avec le bilan? En fait, avec les brevets principalement, est-ce que le brevet, je ne parle pas vraiment du papier en soi, je parle plutôt de ce que tu as appris, formation. Voilà, exactement. Est-ce que cette formation en ressources humaines t'a permis de mieux pouvoir t'adapter et avoir un cercle social éventuellement plus qualitatif et avoir des meilleures relations avec tes collègues? Ou disons plus équilibrées, ou bien dans lesquelles tu arrives à être plus épanoui, ou bien voilà, on fait ça. Pas tout de suite. Je m'explique. Quand j'ai fait le brevet, j'avais pas fait le bilan. De lotissement? Ouais. Quand j'ai fait le CAS en gestion publique, j'avais pas fait le bilan. Ensuite, Arnaud
On a fait un bilan pour Arnaud, pour mon fils, en 2019. Puis ce bilan-là m'a amené à me questionner moi, en voyant les difficultés qu'Arnaud rencontrait à l'époque. Après, il y a eu le Covid, puis ça a mis tout ça de côté à un moment. Mais moi-même, j'ai fait le bilan. Et c'est à partir de là où je me suis dit, OK, tu as un TSA. Donc, il est vrai que parfois, tu n'es pas adéquat. Reconnais-le, admets-le. Qu'est-ce que tu as dans ta caisse à outils qui te permettrait d'être meilleur ou pour le moins mauvais? Et dans ma caisse à outils, finalement, j'ai mon brevet RH, puis j'ai mon CAS en gestion publique, qui me permet d'avoir des outils, des procédures, des manières de faire qui me permettent d'être moins mauvais. Après, je différencie volontiers le moi, Michael, professionnel, sergent-major-chef à la police neuchâteloise, puis le moi, Michael, époux de Julie, papa d'Arnaud. En théorie, j'ai plein d'outils que j'arrive relativement à mettre en pratique dans le monde professionnel. À la maison, c'est plus compliqué. Et je reconnais, alors pas parce qu'elle est là puis qu'elle me regarde, mais je reconnais bien volontiers que parfois je ne suis pas adéquat à la maison et qu'elle a un sacré mérite de ne pas encore m'avoir foutu un pied au cul pour me virer. Ouais. Ça doit être pas tous les jours facile de vivre avec moi, ouais, je suis conscient. Ça, c'est une nouvelle dimension qu'on n'aura pas le temps d'aborder à cette interview aujourd'hui même, mais pourquoi pas plus tard aussi, toute la dimension côté personnel, parce que c'est pas un monde de procédures. Enfin, il y a des codes sociaux. Mais ce qui est rigolo, c'est que j'arrive à utiliser ces procédures dans le cadre professionnel, à être relativement adéquat dans le monde professionnel, à identifier les moments de fragilité chez mes collègues, à assumer mon rôle de sous-officier supérieur. Et quand j'ai un collègue qui est en souffrance pour une raison privée, aller le questionner, aller le soutenir, l'encourager, etc. Et je suis complètement passé à côté du fait que mon épouse rencontrait une période difficile dans le cadre professionnel et puis qu'elle était dans le dur. Ça m'a passé complètement à côté. Ouais. Et celle qui t'a parlé de ce qu'elle avait, puis peut-être tu te dis « Oh mince, j'ai rien vu ». Elle m'en a fait part plusieurs fois, mais c'est des choses qui me sont passées un peu à côté. Et puis j'ai pris conscience de ça quand elle m'a dit qu'elle était vraiment dans une situation compliquée. Elle a fait des appels de phare plusieurs fois, puis c'est un peu resté comme ça, quoi. C'est étonnant, c'est étonnant. Et c'est pas que je m'en foute, hein. Au contraire, ma réalité privée m'importe finalement plus que ma réalité professionnelle, on se comprend. Mais j'ai pas été attentif à ça. Puis j'ai pas d'explication là ce jour. Je pense que c'est un futur sujet à creuser. Moi, j'aimerais encore te poser. On arrive gentiment vers la fin de l'interview, donc je vais encore te poser 2-3 petites questions avant la fin. Est-ce que ce travail d'adaptation que tu vis au quotidien avec la police et puis dans ton cadre privé, est-ce que c'est quelque chose qui t'épanouit premièrement? Donc, est-ce que au final, le fait d'avoir fait toutes ces formations et puis de pouvoir être plus adéquat est quelque chose de coûteux pour toi? Ou est-ce que c'est quelque chose qui devient naturel et presque inné, cette manière? Alors, inné, en tout cas pas. Ça reste un effort, ça reste une démarche que je dois faire consciemment. Entre la réaction instinctive que je pourrais avoir ou le fait de non, c'est pas comme ça qu'il faut répondre à cette personne. Il faut lui expliquer qu'il a tort, mais différemment. Tout ça me prend beaucoup d'énergie, clairement. Le fait d'être toujours vigilant à être socialement adéquat dans le monde professionnel. Et peut-être que là aussi, je dois trouver un meilleur équilibre parce que finalement, je mets beaucoup d'énergie à essayer d'être socialement adéquat.
au boulot et je me relâche peut-être un peu à la maison. Je le suis un peu moins socialement adéquat. Mais c'est fatigant. Parce que pour moi, le job idéal ou la situation idéale, c'est un bureau sans fenêtre dans un sous-sol où je traite des données. Voilà, je serais épanoui. J'arrive, je travaille 8, 9, 10, 11 heures, peu importe, ça je m'en fous. Mais je ne suis pas dérangé dans ce que je fais. J'ai une masse de travail importante, parce que ça me nourrit, ça me stimule. Je traite mes trucs, je fournis des rapports, des analyses, des trucs comme ça. Et j'ai affaire à personne. Ça, ce serait mon job rêvé. Mais ça n'existe pas, parce que je ne peux pas vivre dans un bureau sans fenêtre, dans un sous-sol. Je dois forcément avoir des interactions sociales, tu vois. Et puis, je suis passé par différentes phases où peut-être je dois aussi je dois aussi apprendre à mieux m'écouter, puis savoir quand j'arrive proche de la rupture, ou que j'ai plus d'énergie en stock et puis que je dois aller me ressourcer, prendre soin un peu aussi de moi. Comme on l'a évoqué à la préparation, moi, le fait de sortir, de rencontrer des gens, ça me prend de l'énergie, ça me fatigue. Par contre, aller faire du sport seul, ou faire de la randonnée seul, c'est quelque chose qui me ressource. Et peut-être que je devrais être plus attentif à ça en me disant, voilà, tu as sociabilisé aujourd'hui pendant tes heures de travail, tu as bossé 10 heures, eh ben, ne rajoute pas une sortie en fin de journée, parce que ça fera trop de contacts sociaux sur la journée. Tu as su, avec l'expérience, à voir ta jauge de sociabilité et puis d'énergie en fait, que tu as pour allouer à ce genre d'activité, quoi. Alors là, aujourd'hui, dimanche matin, je te réponds oui. Il y a des fois, j'arrive à gérer ça, des fois pas. C'est plutôt souvent ou l'un ou l'autre? Je peux pas te répondre. Ok. Mais je sais que des fois, je déborde parce que je suis fatigué. Ouais. Et puis que je suis pas adéquat, alors qu'en fait, il suffirait de dire simplement, ouais. Je suis fatigué, c'est pas le moment. Tu lèves le sourcil. Ouais, reviens à un autre moment. Ouais. Ou bien, voilà, je pense qu'il y a... j'ai encore une part de job à faire. Ouais. D'accord. Bah écoute, dernière question. Est-ce que tu te sens épanoui dans ta vie, malgré ton syndrome autistique? Oui. Je suis ravi d'être marié à Julie. Je suis ravi d'être papa d'Arnaud. Je suis content avec mon job. Mais c'est fatigant. Pas parce que c'est Julie, pas parce que c'est Arnaud, puis pas parce que c'est ce job-là. Je suis content de tout ça. Je suis ravi de tout ça. Mais c'est quelque chose qui me fatigue, ouais. De toujours jouer, de toujours essayer d'être la personne que la société attend. Est-ce que ça vaut la peine, d'après toi, avec ce que tu gagnes en faisant ça? Ouais. Je reste convaincu que j'ai plus à gagner à vivre en société qu'à vivre seul, mais ça me prend de l'énergie. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre interview? Qu'il faut considérer l'autisme ou les troubles du spectre autistique comme une source de plus-value professionnelle. Moi, typiquement, je pense que je serais beaucoup moins méticuleux, j'aurais beaucoup moins ce sens du détail, je serais beaucoup moins rigoureux si je n'avais pas un TSA. Et je pense que les employeurs, ils doivent être conscients de ça. Les autistes, alors, certains autistes, le spectre est large, il y a des personnes avec autisme qui seront malheureusement pas en mesure d'assumer une charge professionnelle, on se comprend, rien. Mais pour les gens avec une particularité comme nous, je pense qu'on a clairement quelque chose à apporter parce qu'on a des sortes de super pouvoirs, utilisons ce terme, que les autres n'ont pas et que
cas pour moi, ce que j'ai à apporter dans un service comme la police neuchâteloise, c'est cette rigueur, cette discipline, ce sens du détail, cette capacité à absorber une grosse masse de travail. Ça, c'est de la... Alors oui, c'est compliqué. Des fois, je déborde dans les interactions sociales, des fois, je ne suis pas adéquat, des fois, etc. Okay. Mais je pense que s'il y a un message que les spectateurs ou les auditeurs doivent retenir, c'est que tout n'est pas à jeter dans l'autisme. Il y a des choses qui sont bénéfiques, qui sont utiles, utilisables. En fait, ça serait voir un petit peu en quoi ça impacte la personne et de prendre avantage, de tirer profit des points positifs. C'est ça. En fait, et d'apprendre à vivre avec les points négatifs. C'est ça. Et arrêter de demander à un autiste d'être parfaitement adéquat dans les relations humaines. Comme je l'ai dit dernièrement au travail, on n'évalue pas un poisson à sa capacité à grimper aux arbres. Un poisson, il est bon dans un milieu aquatique. Puis il sait nager, puis c'est super, c'est ce qu'on lui demande. Il préfère un effort pour les arbres, par contre. Ah, il pourrait faire un effort, mais ça reste un effort, tu vois. Voilà. Donc, nous avons des capacités, des talents, des super pouvoirs que les neurotypiques n'ont pas. Arrêtez, j'ai envie de dire, de nous demander de jouer dans une catégorie qui n'est pas la nôtre, quoi. D'accord. Oh, bah, superbe. Merci beaucoup. Ouais, c'est superbe. Alors, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je t'en prie. Cette superbe interview. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Et puis, je vous remercie aussi à vous qui nous regardez depuis, ça fait à peu près un mois, un peu plus que moi maintenant que ça existe 1%. Vous êtes nombreux à suivre. Je suis très heureux si ces interviews peuvent aider d'autres personnes en fait à vivre aussi leur syndrome et puis à s'identifier avec certains caractères qui peuvent venir, pour certains intervenants pour ces interviews. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur Spotify, Instagram, TikTok, toutes les plateformes possibles et imaginables. Je vous remercie à tous pour avoir regardé cette vidéo et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, au revoir. Cool, bien. Pas mal.